Mhm. Dear followers, chers amis, bonjour. Président Penda Ikoka, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre 8e escale du Saturday Talk qui devient une tradition et dont le thème, dont le fil conducteur est la politique n'est pas une comédie, politique is not a comedy. Tout au long de ces premières éditions, nous avons abordé un certain nombre de thèmes et nous avons reçu de la part de nos followers beaucoup de questions. Alors, nous avons décidé de faire une session un peu spéciale, Président. Oui. Session pendant laquelle nous allons nous intéresser aux questions qui ont été posées. C'est à la fois des questions d'actualité, c'est des interrogations sur la direction que le Cameroun est en train de prendre. Oui. Donc, nous avons estimé nécessaire de revenir sur ces questions. Mais nous les avons synthétisées quand même autour d'un thème fédérateur, qui est Concentration of Political Power, Incentive for Ethnofascism, Corruption, Archaism, Economic and Social Regression, concentration du pouvoir politique, facteur d'incitation à l'ethnofascisme, à la corruption, à l'archaïsme, à la régression économique et sociale. Comme tout le monde peut le constater, c'est la situation réelle du Cameroun, c'est l'actualité. Alors nous allons attaquer avec une première question, Président, qui, se rapporte à ce que vous êtes en train de faire dans un autre cas, dans le cadre de l'initiative Survie. Oui. Alors, quelqu'un qui nous demande, Président, l'initiative SCI, peut-on considérer qu'à 1 million d'euros, on arrête les contributions et l'opération s'arrête? C'est vraiment une question piège. Sauf s'ils veulent m'enfermer, sauf si vraiment, s'il faut veut m'enfermer dans cette affaire toute ma vie. Mais par contre, j'espère que comme c'était une initiative contre le Covid-19, j'espère qu'on va terminer avec ce virus le plus rapidement possible parce que à ce rythme-là, il va encore vouloir qu'on continue les contributions et que moi je passe toute ma vie à survivre. Hein. Moi, c'est ce que je vais dire. Je pense qu'au départ, l'initiative, c'était vraiment dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Comment dirais-je? Et comme je dis toujours, le professeur Kamto, comme citoyen, n'est-ce pas? Et sensible aux souffrances de ses compatriotes, n'est-ce pas, l'a lancé et m'a demandé de le présider, ce que j'ai accepté, bien entendu, volontairement, parce que nous sommes en aliment par rapport aux souffrances de nos populations. Mais maintenant, je n'envisageais pas de passer tout le temps, toute ma vie dans cela, hein, Serge. Et en plus, nous devons tout faire pour combattre le Covid-19 et faire en sorte que ce soit un épisode qui soit le plus court possible. Vous imaginez ce que ça a entraîné dans de nombreux pays en termes de récession économique, n'est-ce pas, arrêt des activités, cessation des activités. Nous devons tout faire pour que ce soit le plus rapidement possible. Peut-être que ensemble, on réfléchira à d'autres options qu'il y a pour pouvoir aider les populations autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir aider les populations autrement. Mais en ce qui concerne le Covid-19, il faut que nous souhaitions tous que cet épisode soit le plus bref possible, n'est-ce pas, pour pouvoir nous en sortir. Voilà ce que je peux répondre. Mais je comprends en filigrane que l'intérêt de cette initiative amène les gens à se dire pourquoi on ne pourrait pas faire, n'est-ce pas, prendre d'autres initiatives, n'est-ce pas, dans la même, disons, dans la même mouvance. Mais ça, on réfléchira ensemble. Déjà, je vais commencer à leur dire, à leur sujet, d'envoyer des suggestions, n'est-ce pas? C'est plus simple, ça va être un processus participatif de cette façon-là. Pour rester dans le Covid-19, Président Penda Ikoka, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'au Cameroun, c'est une grosse catastrophe pour tous les opérateurs économiques. On se souvient qu'il y a quelques jours, il y a une sortie du JICAM qui présentait une situation très alarmante. Et on se pose la question de savoir si effectivement il y a les mesures que le gouvernement a prescrites, que nous pouvons appeler mesurettes, sont de nature
a montré qu'effectivement, le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce détachement du gouvernement par rapport à des questions aussi sensibles, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays africains où le gouvernement s'implique effectivement dans l'accompagnement des opérateurs économiques? Oui, c'est une excellente question. C'est dans la nature même de ce régime. Hein. C'était dans l'ADN d'un système qui concentre tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu, à telle enseigne que quand cet individu est en système, n'est-ce pas, on va dire quoi, mort, dans le sens que l'individu ne peut plus rien impulser, n'est-ce pas, soit il est fatigué, soit il n'est pas là, mais soit vraiment l'individu est absent, le système meurt complètement. Parce que vous allez voir que le système camerounais est tel que, si Biya, qui concentre tous les pouvoirs, ne donne aucune impulsion sur quoi que ce soit, il n'y a rien. Il n'y a pas de conseil de ministres. Il est difficile d'imaginer un pays sans conseil de ministres régulier, fréquent, n'est-ce pas? Dans d'autres pays, c'est pratiquement hebdomadaire. Le Premier ministre lui-même est handicapé parce qu'il ne reçoit pas d'impulsion de quelque part. Et à tel point que le système tel qu'il est conçu, je vous l'ai souvent dit, il ne regarde pas les gens, il ne regarde pas les populations, il ne regarde pas les entreprises. Les gens se regardent le nombril. Ils sont comme autour d'une mangeoire, ils ont la tête baissée sur la mangeoire, ils n'arrivent pas à lever la tête. Ils ne lèvent pas la tête pour voir ce qui vient, n'est-ce pas, ce qu'il y a au loin. Ni en termes anticipatifs, ni en termes d'horizon. Du coup, vous allez vous rendre compte qu'ils sont toujours en système réactif. Réactif pourquoi? Parce qu'ils subissent les événements. Ils n'anticipent pas les événements, n'est-ce pas, pour trouver des solutions. Ils sont toujours en train de subir le cours des événements et non de les influencer. Observez bien ce système. Quand les entreprises publiques, vous apprenez que l'entreprise ne marche plus, it has already collapsed. Que ce soit Camerco, c'est collapse. Que ce soit Camtel, c'est collapse. Que ce soit Chantier Naval, c'est collapse. Chaque fois que vous apprenez qu'une entreprise est tombée, en fait, elle est en phase terminale de la maladie parce qu'il n'y a pas de contrôle préventif. Il n'y a pas un système de monitoring qui permet d'identifier, n'est-ce pas, les faiblesses, les déviations, les déraillements, les dérapages, de manière à pouvoir les contrôler. C'est pour ça que vous allez observer, par rapport à la question qui est soulevée, que le gouvernement est venu avec n'est-ce pas, le Premier ministre est venu là avec une liste de mesures, mais qui sont totalement des mesures en dehors de l'épure. C'est-à-dire que ça n'adresse pas, ça n'identifie pas les problèmes. Et en plus, comme d'habitude, c'est des plans qui sont sur le papier, mais qui n'ont aucune matérialité, qui n'auront aucune effectivité. Parce qu'il n'y aura d'ailleurs pas de contrôle pour voir si ces plans sont devenus effectifs. Mais vous allez voir un document qui va circuler, qui donnera l'impression que, n'est-ce pas, bon, on est en train de dépenser de l'argent. C'est plus des occasions pour dépenser des budgets que pour résoudre de vrais problèmes. Je vais vous rappeler le plan d'urgence de 2015. Tout le monde on a fait un grand bruit sur le plan d'urgence de 2015. Vous voyez dans le plan d'urgence de 2015 des barrages qui devenaient urgents. C'est quand même extraordinaire. Vous faites un plan d'urgence, c'est généralement des mesures à impact rapide. Et on y trouvait des barrages. Première chose que je disais à M. Biya, je lui disais que, mais enfin, qu'est-ce qui change dans ce plan d'urgence par rapport au budget triennal, au budget pluriannuel, qui, s'il est suivi avec diligence, devrait permettre de soulager le problème des gens. Je ne vois pas la nécessité de faire un plan d'urgence. Parce qu'un plan d'urgence, vraiment, c'est un peu comme vous voyez le Covid-19 là. Ça, c'est urgent parce qu'il faut avoir des mesures absolument ciblées, des mesures qui soient pertinentes par rapport au problème que vous avez. Là, c'est de l'urgence. Quand vous amenez un malade en urgence? On doit traiter en urgence, en fait, pour soit arrêter le saignement, arrêter l'hémorragie, et ainsi de suite. Ensuite, quand on l'a traité en urgence pour arrêter l'hémorragie, pour sauver sa vie, n'est-ce pas, sauver la vie, on l'amène maintenant, n'est-ce pas, en situation de thérapie normale. Mais là, on est en soins intensifs. Quand on a fait, par exemple, le plan d'urgence de 2015, je suis demandé, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan d'urgence qui ne se ferait pas déjà dans le budget triennal qu'on venait d'adopter?
si tant est que vous ayez la discipline nécessaire, la diligence nécessaire pour suivre l'application de votre budget. Vous allez rendre service aux gens, vous allez servir les populations, vous allez répondre à leurs besoins. Donc, tout est une question de gouvernance. Mais comme la gouvernance dans un système dont tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une personne, il faut que cette personne soit, je vais vous le dire, un peu comme Lee Kuan Yew à Singapour. C'est-à-dire qu'il faut avoir, on va dire ça clairement, il faut avoir un despote, mais un despote vraiment éclairé, qui soit à la tâche, qui soit là, présent. Mais alors présent, comme Lee Kuan Yew l'était à Singapour. Vous savez, Lee Kuan Yew, à Singapour, a pris un marais avec peuplé à la fois d'Indiens, de Chinois et de Malais, et il en a transformé un des pays les plus riches du monde. Mais il faut être Lee Kuan Yew pour être présent. Il faut être Mahathir Mohamed en Malaisie et être présent. Ça demande des leaders qui soient vraiment, on va dire, autocrates, mais ils sont éclairés, ils sont présents, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont une vision pour leur pays, ils ont des plans avec des objectifs, ils ont des critères de performance, ils travaillent, je vais vous dire, 30 heures sur 24 à surveiller, à poser des questions, à demander à leur administration. Mais si vous tombez sur un leader qui est plutôt, on va dire, un type de médiocre au niveau du classement des leaders, quelqu'un qui est médiocre, non, ça ne peut pas marcher. Et à qui vous donnez tous les pouvoirs? Ouais, quelqu'un qui est plutôt, ça dit, quand vous faites ranger, vous avez des gens qui sont highly performant, des gens qui sont outstanding, qui sont absolument extraordinaires en termes de catégorie, et à l'autre extrême, vous avez des gens qui sont médiocres. Mais si vous tombez sur un médiocre à qui vous donnez tous les pouvoirs, n'est-ce pas? En même temps, concentré, sans système de contre-pouvoir, vous avez exactement ce que vous avez au Cameroun. Vous avez le chaos. Parce que j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez gérer la moindre organisation sans tenir de réunions régulières, à plus forte raison un pays. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moi j'en suis plus à essayer de me dire que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de système. On veut laisser autre chose à la jeunesse. Voilà un système qui a confisqué la vie des jeunes, qui a privé les jeunes de leur liberté. Cette génération, peut-être 2 ou 3 sont passées. La vie de ces jeunes gens a été confisquée. La vôtre, vous êtes en train de l'amorcer, mais j'ai peur et je me bats pour que la vôtre ne soit pas confisquée. Qu'on crée des systèmes qui vous permettent de vivre, qui vous permettent d'exercer vos libertés. La liberté de créer, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aimer, la liberté d'exercer vos passions, la liberté de croire, la liberté de réussir, la liberté d'échouer, voire de recommencer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'insiste sur la liberté. Je n'ai pas un problème personnel avec qui que ce soit, j'ai un problème avec un système. Et ceux qui sont à la manœuvre pour maintenir ce système, je vous assure, s'il nous reste quelques énergies, il faut les combattre pour changer le système. Et vous donner des chances à votre vie, parce que autrement, le système est plutôt un système qui vous prive de votre vie, qui confisque votre vie, qui confisque vos libertés. C'est pour ça que j'insiste énormément sur cette question des libertés. Les libertés sont essentielles. C'est au cœur du débat que nous avons là. Et je vous dirais, vous voyez, au cœur de ce système extractif, regardez, je suis souvent des institutions extractives. Pourquoi je dis des institutions extractives? Parce que ce sont des institutions qui encouragent quoi? Observez bien, qui encouragent la paresse, qui encouragent le parasitisme, qui encouragent la consommation, qui encouragent la rente, au détriment de l'effort, au détriment du travail, au détriment de l'entrepreneuriat, au détriment de l'innovation, au détriment de la créativité, au détriment de l'audace. Vous voyez ce que je veux dire? Or, vous avez besoin, chacun de vous, c'est ce que nous disons par exemple à Agirat, que chaque individu, homme ou femme, est né avec des talents, est né avec un potentiel créatif. Qu'est-ce que des institutions doivent faire? Quand on vous confie la gestion d'un pays, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez créer un système institutionnel qui permette à tout le monde, chacun, qu'il soit musicien, qu'il soit peintre, qu'il soit mathématicien, qu'il soit physicien, c'est-à-dire tous les talents, que chacun puisse exprimer pleinement ses talents, c'est-à-dire réaliser son potentiel créatif. Si vous n'êtes pas dans ce système,
Le petit gars que vous trouvez au marché, n'est-ce pas, qui est réduit à vendre, ou Ben Skinner, peut-être que c'était un Einstein, peut-être que c'était Mozart, peut-être que c'était Beethoven, peut-être que c'était Richard Bonnat, et ainsi de suite. Mais le système ne permettra pas que ce génie puisse éclore. Et en réalité, j'ai vu ça tout le temps. On a eu la chance, nous, de pouvoir peut-être avoir des environnements qui nous permettent de nous épanouir. Mais c'est ça que nous voulons donner à tous les Camerounais. Moi, chaque fois que je regarde, c'est un moment, je regarde mes domestiques, je les regarde comme ça, je dis, mais au fond, celui-ci aurait pu être Einstein. Ah oui, au fond, il aurait pu être Einstein. Au fond, il aurait pu être Max Planck. Il suffisait que les conditions soient créées pour qu'il puisse avoir la chance de s'épanouir. L'intelligence, en ce qui concerne la distribution de l'intelligence, c'est McNamara qui disait que Dieu a été démocrate. Il a donné à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, il suffit de créer des conditions pour que cette intelligence puisse éclore. En fait, c'est ça qui m'anime. Et quand j'arrivais au palais, je me souviens d'un jour au palais, je vois des jeunes gens qui sont en train de servir le café. Je vois ils sont tout jeunes. Et je demande à Belinga Boutou, je lui dis, mais donc ces jeunes gens qui sont en train de distribuer le café là, mais ça c'est leur sort toute la vie. Il me dit, comment ça? Je lui dis, mais ils ont 24 ans. Si jamais ils ont la chance de vivre 80 ans, ils passeront donc une soixantaine d'années à ne faire que le café. Bah, il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais attendez, il suffit d'imaginer qu'on aménage le temps pour qu'une partie du temps, ils le fassent, et d'ailleurs, l'autre partie, ils aillent à l'école. Et d'ailleurs, de toute manière, moi, je vais chercher ma cafetière, je vais l'installer dans mon bureau, je n'ai pas besoin d'eux pour me servir le café. J'étais dans mon propre cabinet, quand j'avais besoin de café, je faisais mon café, et puis j'allais m'asseoir, et d'ailleurs, je le servais aux gens, je n'avais pas besoin d'eux pour les distribuer. Voilà. Donc, il y a d'autres façons de pouvoir utiliser les gens plus intelligemment, et c'est vraiment de... j'ai été peut-être un peu long et sensible, mais il fallait que j'insiste sur ce qui constitue le cœur de ce combat et pourquoi il faut transformer les institutions. Essayez d'imaginer au nord le nombre de jeunes gens à l'extrême nord qui sont là, dans la rue. C'est du temps extraordinaire qui est perdu. Chaque fois que je suis obligé de repartir, du temps extraordinaire. Mais je vous dis encore une fois, ça peut être de grands mathématiciens, de grands ingénieurs, de grands médecins qu'on traverse, enfin, dont le potentiel n'a pas pu être réalisé. Aussi simple, homme ou femme, jeune homme ou jeune fille, c'est la même chose exactement. Dès que vous avez un être humain quelque part, c'est un potentiel simplement extraordinaire que vous êtes en train de rater. Et le système doit être fait de manière qu'il donne les chances à tous ces gars-là, à jeunes gens, hommes, garçons et filles. Nous devons créer un tel système. Je suis chaque fois touché quand je me mets dans un environnement, n'est-ce pas, et que je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas pu avoir la chance, soit d'aller à l'école, soit d'utiliser leur talent, parce que vous avez créé un système où vous encouragez les NAM, mais vous encouragez les NAM. Vous amenez tous les gens à rêver d'aller à l'ENAM, mais vous ne les amenez pas, eux, à rêver aussi d'envoyer un engin dans l'espace, à construire un avion, à construire des voitures, à construire des locomotives. Pourquoi pas? À construire des moteurs. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Moi, c'est mon rêve. Voilà pourquoi dans Agir, par exemple, nous croyons beaucoup à la science et à la technologie. Nous croyons énormément à la science et à la technologie. Ça, c'est très important pour nous. Et en plus, deuxième axe, deuxième priorité, nous croyons beaucoup à l'environnement. L'environnement est notre premier atout. Il ne faut pas que cet environnement devienne notre victime, notre première victime. Parce que l'environnement a un potentiel extraordinaire qui nous est réservé, n'est-ce pas? Et qui doit nous permettre de faire des choses. Et c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Hein? Voilà. Président, il y a un de nos followers qui dit comment est-ce qu'on peut expliquer la relation étrange qu'il y a entre les institutions internationales financières, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, une relation qui dure depuis 30 ans avec le Cameroun, où tout le monde s'accorde à dire que malgré les piètres performances du Cameroun, ces institutions restent à côté, mais il n'y a pas de changement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que nous ayons une gouvernance à l'emporte-pièce, que des institutions comme celle-là, qui prônent la bonne gouvernance, restent quand même au chevet du Cameroun? Non, mais c'est une très bonne question. D'abord, parce que je vais lui dire, si la Chine ou l'Inde avait on va dire quoi, avait attendu la Banque mondiale, le FMI pour se développer, elle ne se serait jamais développée. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs,
il va être surpris dans quelques temps parce que nous allons faire pour ces institutions-là. Il a tellement raison. Une fois, j'avais dit, qu'est-ce que... Je ne peux pas comprendre que le FMI soit en train de donner des satisfecits régulièrement au Cameroun, n'est-ce pas, sur tel et tel point, alors que, en fait, le pays, lui, est en train de plonger, le pays est en train de plonger continuellement dans la pauvreté, dans l'appauvrissement, dans le déclin. Mais il faut bien comprendre une chose. À un moment donné, vous avez des fonctionnaires qui doivent garantir leur boulot. Vous allez à la Banque mondiale à Washington, D.C., vous voyez là-dedans, l'institution a dit, notre mission, c'est de réduire la pauvreté. Notre mission, c'est d'éliminer la pauvreté. Et vous devez vous poser la question. Lorsque la pauvreté sera éliminée en Afrique, qu'est-ce qui justifiera encore le travail? Parce qu'elle a été éliminée pratiquement en Europe, les gens se battent. Elle a été éliminée en Asie, les gens se battent. En Afrique, nous ne voulons pas prendre notre destin en main. Or, il nous faut prendre notre destin en main. Si j'étais à la place, à votre place, je me poserais une question. Je poserais une question au FMI et à la Banque mondiale. Comment vous pouvez imaginer que vous avez utilisé la même thérapie pendant 25 ans, pendant 30 ans, 40 ans, avec quelqu'un, avec un malade? Le patient ne guérit pas. Vous ne vous posez pas la question de savoir deux choses. Soit la thérapie que vous avez utilisée n'est pas bonne, soit alors le diagnostic que vous avez fait, il n'est pas bon. Parce que le diagnostic, s'il n'est pas bon, je m'arrêterai et je réfléchirai, je prendrai du recul pour me poser la question pourquoi ça ne va pas. Que le FMI soit au Congo et qu'il continue à être au Congo, n'est-ce pas, depuis des années et rien ne marche, qu'il continue à être au Cameroun et rien ne marche, et qu'il continue à être dans d'autres pays africains et rien ne marche, on dirait que la pauvreté est devenue leur fonds de commerce. Mais si nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte que la pauvreté est devenue leur fonds de commerce et qu'eux-mêmes font leur beurre à partir de notre pauvreté, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Donc, moi, pas nous aux commandes, c'est pas, on n'ira pas chercher le FMI et la Banque mondiale nécessairement, parce que moi, je sais qu'on a les moyens de nous en sortir. Mais avec cette thérapie-là de la banque, 25 ans, 30 ans, 40 ans, et je connais bien ces institutions pour avoir été leurs consultants, nous ne sortirons pas du piège de la pauvreté et du piège de l'endettement. Vous vous souviendrez que avant que le Covid-19, n'est-ce pas, n'apparaisse, la Banque mondiale était en train de s'inquiéter de l'accélération de la dette de nos pays. Immédiatement, à la faveur du Covid, il y a eu une espèce de frénésie de dette. On vendait pratiquement l'argent. Mais on comprend bien que leur métier, c'est de vendre de l'argent. Mais le vôtre, est-ce que c'est d'acheter l'argent nécessairement? Je peux vous dire qu'on ne doit quand même pas tout vous vendre. La dette, celui qui est le financier veut placer son argent. Et vous qui l'achetez, c'est votre problème. Donc, quelque part, je dis, nous avons les moyens de ne même pas nous endetter. Je vous ai dit l'autre jour que le FMI vient au Cameroun pour 600 milliards de francs CFA sur 3 ans, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que 10% du budget du Cameroun équivalent pratiquement à ce montant. Et qu'en faisant les économies par rapport aux surfacturations, par rapport à, n'est-ce pas, au délai des projets, aux éléphants blancs qu'on construit, on pourrait retrouver immédiatement plus que cette réserve pour assurer le développement du pays. Si je faisais 10% de budget, au bout de 5 ans, ça ferait 2500 milliards de francs CFA. Au bout de 10 ans, ça ferait 5 000 milliards de francs CFA. C'est une réserve suffisante pour développer des infrastructures. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ça c'est quand vous voulez vous développer, ce n'est pas nécessairement avec ces institutions que vous développez. Je vous dis une fois de plus, si les Chinois et les Indiens, s'ils étaient partis chercher des conseils auprès de la Banque mondiale ou auprès du FMI, mais ils ne se seraient jamais développés. C'est eux-mêmes qui ont entrepris de prendre leur destin en main. Voilà ce que je dirais, et je pense que la question arrive à point nommé. Mr. President, what is the best potential model for regional economic integration outside of all the bureaucratic bodies such as CEAC, CEMAC? How can we build a winning team with a giant neighbor like Nigeria? Oh yeah, that's why it's so interesting. It's about leadership. It's clearly about leadership. It's not
it's not about a model as such or a paradigm as such. It's about the will to have a kind of integrated regional economy. One thing you can understand is to have a neighbor like Nigeria, 200 million people, you know, and to have another one, DRC, about 80 to 100 million people, you know, clearly close to Cameroon. And then within the area, when we're talking about CEMAC countries, about 50 million people. Angola, including Angola, and so we're talking about a reservoir of 400 million people. Yeah. If I'm a Cameroonian leader, I will immediately, without the need of anyone or a third party to tell me about the potential and about the opportunity to have a strategic location, for Cameroon to have this strategic location within a reservoir about 400 million people. And then I will build a kind of hub in a city like Douala, saying that whoever will put his feet in this place in Douala will have a flight immediately to go anywhere to Nigeria, to go anywhere to DRC, to go anywhere to Angola, to go anywhere to Chad, and so on and so forth. I will build a hub from that area, a port hub, a kind of airport hub. I will build infrastructures in such a way that many of those multinationals will be attracted by the proper environment, business environment in Cameroon, in terms of infrastructures, in terms of services, in terms of ITC, in terms of schools, you know, to have the kind of regional headquarters in this place. Tell me, we have this kind of advantage of being bilingual. This is extraordinary. We almost have all the climate of Africa within Cameroon. You can go to the north for a safari. You have a Sahelian climate over there. You can go in the rainforest in the south. You can go in the coastal area. You have everything in Cameroon, everything here. So what is lacking, what is missing, Serge, is the will. Where there is a will, where there is a way. Where there is a will, there is a way. I will not take time to realize that we need, instead of having this kind of economic partnership agreement, you people are going for an economic partnership agreement with the European Union. You're going on a one-by-one between Cameroon and European Union. Look at the disbalanced position. A country going into an economic partnership agreement with a whole, economic regional setting like the European Union. And you have Nigeria just close to you. People having the same needs, in terms of food, in terms of shelter. And you're sharing even in terms of culture. And you're not able to build kind of bilateral, let's say by kind of bilateral agreement from Nigeria, economic agreement with Nigeria, in the sense of having a clearinghouse. A clearinghouse will enable you to use the Naira and to use the CFA in both countries to actually enact some payments. But it requires leadership. It requires leadership so that you, as the leader of Cameroon, you travel to meet with Mr. Buhari, you travel to meet Mr. Bongo, you travel to meet with Mr. Idris Deby, Mr. Sassou Nguesso, actually Mr. Tshisekedi, discussing with them, inviting them to your places, discussing opening the place to build a regional integration setting. You need to have a leader to do it. The European Union is a result of the thought, of the visions of maybe 3 or 4 men. You know, it was not all Europeans dreaming at the same time. The European Union. It was, a vision of maybe one individual discussing with another individual and sharing it together. It's 3 or 4 people at the maximum. You understand? So that's why I'm insisting on the fact that even when you went to the Lagos Plan of Action, Wood has divided the country, the continent in those regions, ECAS, ECOWAS, and so on and so forth. If you don't have people, true leaders, sharing this vision and undertaking to work hard to make the vision happen, the vision will not come through.
the vision will not come into fruition. It will just remain on the plan. You understand what I mean? So my clear answer to this question is about the appropriate leadership for it. It's a matter of leadership. A leadership with vision, a leadership with the necessary will, because the necessary strength, determination, you know, to make it happen. This is it. Where there is a will, there is a way. Président, il y a des sociétés qui peuvent être considérées comme étant des sociétés de souveraineté nationale. À l'époque, on avait la SONEL, on avait la SNEC, on avait la CAMER, on avait Camchip, pour ne prendre que ces exemples-là. Si vous êtes dans une situation de gouverner aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez? Comment remettre à flot ces sociétés? Est-ce qu'il faut rester dans la logique de les privatiser? Est-ce que l'État peut reprendre son rôle de unique investisseur ou bien unique propriétaire de ces entreprises? Comment faire pour que ces entreprises reprennent du volume? Comment elles peuvent redevenir compétitives? Écoutez, d'abord, je voudrais qu'on comprenne que le modèle, ce modèle, je reviens toujours dans ce modèle, de tous les pouvoirs centrés sur un individu, sans contre-pouvoir, c'est un modèle qui n'est pas orienté vers la performance. Il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que si je vous confie une équipe de football, là maintenant, et je crois que votre père est mieux placé que quiconque pour le savoir, c'est-à-dire on peut couper une équipe de football. Si on vous dit, cette équipe de football doit être performante, vous n'allez pas prendre votre frère, parce qu'il est votre frère, pour le mettre dans l'équipe de football. Parce que vous avez une obligation de performance. Vous allez chercher des footballeurs, quel que soit, vous n'allez d'ailleurs pas commencer à faire des histoires de tribus, vous allez chercher des footballeurs performants. Et vous allez entraîner ces footballeurs, ces jeunes gens. Vous allez commencer parce que vous êtes mûrs par la performance, par le désir de gagner. Vous allez, dès le bas âge, commencer à chercher, former les gens, ainsi de suite, pour que les enfants soient performants et que l'équipe soit performante. Ça, c'est quand vous êtes mûrs par la performance. Mais quand vous n'êtes pas mûrs par la performance, mais même les entraînements, vous ne ferez pas. N'est-ce pas? Les systèmes de jeu, le jour où vous gagnez, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez gagné. Le jour où vous perdez, vous ne comprenez pas. Regardez comment ce système est un système non orienté vers la performance. Nous réussissons à faire les exploits de 90. L'exploit de 90, je dis que c'est comme ça, c'est un hasard. Mais lorsque nous avons réussi à faire cet exploit, on n'a plus jamais atteint ce niveau après. Alors que normalement, si c'était quelque chose de voulu, de préparé, ce qu'on a pu faire en Italie en 90, normalement, le leader vous aurait instruit que ça, pour les autres compétitions, c'est le minimum qu'on doit avoir. Ça va être le minimum. C'est-à-dire que la barre est placée très haut. Et à ce moment-là, l'entraîneur qui vient là doit savoir, n'est-ce pas, quels sont les objectifs et où on les place. Et vous allez voir que la sélection, l'entraînement et tout cela va se faire de manière très différente. Vous comprenez? Ça, c'est quand vous avez un système orienté vers la performance. L'équipe de football du Cameroun est le reflet, en fait, de tout le système de gouvernance. C'est-à-dire beaucoup de choses arrivent comme ça, là, as random, de manière vraiment aléatoire, mais pas de manière réfléchie, anticipée, pensée et tout cela. Donc, pour revenir à cette question des entreprises publiques, si ces entreprises publiques baignaient dans un environnement de performance institutionnelle, vous allez vous rendre compte que la structuration institutionnelle serait très différente. On n'attendrait pas que la SONEL soit collapse, que Camerco ou Camer soit collapse, que le chemin de fer ait des problèmes, la SNI, qu'on n'entend pas parler, c'est que c'est pratiquement chaque année que vous auriez une commission parlementaire des entreprises publiques au Parlement, devant laquelle les gérants de ces entreprises devraient répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la base de critères de performance. Et tout de suite, quand des gérants ne sont pas performants, parce que c'est sur la base des critères de performance de gestion universelle des entreprises, il y aurait qui seraient immédiatement limogés parce qu'ils ne sont pas performants. Mais là, ce que vous avez comme histoire, c'est quoi? C'est des gérants qui restent 15 ans, 20 ans, 30 ans, des conseils d'administration qui donnent des quitus chaque année à des entreprises pour vous rendre compte le lendemain que les entreprises sont tombées flop, ils ont échoué.
Et vous vous posez la question, mais tous les quitus qu'on donnait chaque année à ces entreprises-là, c'était sur la base de quoi? On donne les quitus de gestion. Vous voyez, ce serait d'abord un autre environnement, parce qu'il faut déjà regarder l'environnement. Si vous avez un environnement de performance, vous choisissez même, la sélection de vos dirigeants se fait différemment. La sélection des administrateurs se fait différemment. La responsabilisation des administrateurs qui savent qu'ils vont être contrôlés par la commission parlementaire, qu'il y aura des auditeurs indépendants, n'est-ce pas, qui vont contrôler la réalisation des objectifs stratégiques de ces entreprises. Aujourd'hui, dites-moi, qui a contrôlé la réalisation des objectifs stratégiques, c'est-à-dire des objectifs qui sont assignés à la SNI dans ses statuts? Qui peut dire aujourd'hui si ces objectifs sont respectés ou non? Connaissez-vous les objectifs stratégiques qui sont assignés à la SNH? Non. Est-ce qu'il y a un contrôle, un audit stratégique de la SNH pour adresser au Parlement? Non. Quand vous regardez Camtel, qui peut aujourd'hui dire que la Camtel est en train de répondre à ces... Qui contrôle la Camtel? Qui peut vous dire que ça marche? Il n'y a aucun audit, ni contrôle parlementaire. Souvent, le contrôle que vous entendez, le Conseil supérieur de l'État, Consupé, c'est un contrôle comptable. C'est un contrôle comptable. Jamais vu comptable, bon, on vous dit que le gars a détourné de l'argent, mais même ça, il instruit pas, on vous dit qu'il n'instruit pas le chef de l'État d'aller contrôler, mais il n'instruit pas le chef de l'État. Le monsieur a déjà passé 18 ans, il a eu le temps de détourner des milliards. D'ailleurs, c'est très amusant, parce que lorsque le contrôle arrive, on se rend compte que oui, il y a des centaines de milliards qui ont disparu, ou des dizaines de milliards qui ont disparu. Et on se dit, mais enfin, vous n'avez pas pu laisser le monsieur gérer la boîte pendant 10 ans, 15 ans, 18 ans, jusqu'à ce que il entraîne l'entreprise à vous. Vous voyez comment le système est totalement lax. Il n'est pas... C'est un peu... Si régulièrement, vous ne faites pas le check-up, mais un jour, vous vous rendez compte de la diabétique, et c'est fini. On est géré. À personne, je suis un observateur du système de gestion des maladies. Vous voyez, je dis simplement que c'est un système où on subit le cours des éléments. On a tenté de changer le cours des éléments. On les subit. Les pays comme la Chine qui veulent s'en sortir et d'autres pays, Singapour, ainsi de suite, sont partis d'une situation pauvre. Avec comme objectif, on le disait, sont pauvres. Nous représentons l'Union des Nations, ça changera. Il disait cela changera un jour. C'est-à-dire que Mao Zedong avait déjà la volonté de dire la Chine est pauvre aujourd'hui, mais nous allons changer cela. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Tel est le cas de beaucoup d'autres pays pour mesurer que c'est en train de changer. Vous comprenez? Et là, le problème ne doit pas juste être posé au niveau de la privatisation. Même quand vous privatisez, mais c'est privatiser quoi? Par exemple, privatiser la gestion. C'est pas, vous n'avez pas donné vos rails à Bolloré. Vous avez donné ça en concession. C'est-à-dire que vous avez donné du chemin du Cameroun à un certain temps où la gestion du patrimoine, n'est-ce pas, hydroélectrique, des centrales thermiques aux concessions électriques pendant un certain temps, ou la gestion du terminal à conteneurs du port de Viola pendant un certain temps. Mais quand vous donnez ça, vous avez un cahier de charges. Mais une fois, j'avais écrit à M. Biya en disant que le cahier de charges qui est associé à ces concessions n'est même pas surveillé. Parce que le cahier des charges, quand vous le regardez, il prescrivait des investissements qui devaient être faits. Il prescrivait un certain nombre d'indicateurs d'exploitation qui devaient être respectés. Des indicateurs techniques et des paramètres de gestion. Mais je vais vous dire, et même de création d'emplois. Mais je peux vous le dire, je le sais, je l'ai observé, que personne ne contrôle le cahier des charges à telle enseigne que le concessionnaire, même dans une situation où la concession a été concédée, la gestion d'une infrastructure publique, d'une infrastructure de service public a été concédée à un privé, et en fait, le gars est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas le fait que vous l'ayez concédé au secteur privé qui est le problème. C'est le fait que vous ne surveillez rien. C'est le fait que le cahier des charges, si je vous montre le cahier des charges, par exemple, de la concession de l'électricité, mais il y a des équations là-dedans. Des équations qui disent que, bon, soit vous avez bien fait,
on calcule, n'est-ce pas? Et si vous avez été performant, vous avez une prime. Si vous n'avez pas été performant, vous avez un malus, on réduit la redevance. Demandez à Arcel s'ils n'ont jamais suivi ces équations. Mais moi, j'ai le contrat de concession. Donc, je ne dirais pas que le contrat de concession avait été mal élaboré. Mais je dirais que les gens qui auraient dû suivre le contrat de concession ne l'ont pas fait. La même chose pour le terminal à conteneurs du port de Douala. Vous savez, ce qui justifie à un moment donné de donner la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala, l'objectif est lequel? L'objectif est de réduire les coûts et les délais de passage au port de Douala. Donc, on savait que les conteneurs traînaient pour sortir, n'est-ce pas, pour remplir toutes les opérations, n'est-ce pas, des dédouanements, des déchargements, ainsi de suite. On avait le nombre de jours qu'un conteneur de 20 pieds pouvait passer à Douala, qu'un conteneur de 40 pieds pouvait passer à Douala. Et on avait des objectifs dans le cas de, lorsqu'on donnerait ça au privé. Là, on parle très souvent de Bolloré. Mais dans la concession de DIT, il n'y a pas que Bolloré. Il y avait en fait Bolloré à 40% et APM Moller MEX avec 40% du capital du DIT. Et on avait dit 20%, on va les réserver à des privés pour qu'ils entrent dans le capital du DIT. Je vais vous dire, APM Moller, c'est l'un des meilleurs au niveau de la gestion des terminaux à conteneurs. Mais on devait réduire les délais de passage. On devait construire un troisième portique au bout d'un certain temps. Normalement, on devrait être normalement à un quatrième ou cinquième portique aujourd'hui. Qui a veillé à ce que cela soit fait? Personne. Qui a veillé à ce que les 20% qui étaient réservés aux actionnaires locaux, aux épargnants camerounais, soient pris? Personne. Qui a veillé à ce que le temps de passage, n'est-ce pas, des conteneurs soit réduit à ce qu'on voulait? Personne. Qui a veillé à ce que le coût des conteneurs soit réduit au niveau qu'on voulait? Personne. Vous n'avez aucun rapport qui doit être public. En plus de ça, qui doit être public. Parce que les étudiants qui vont aller à l'université, qui vont étudier les systèmes de transport, la logistique, ainsi de suite, mais ils vont faire leurs recherches à partir de quoi? Si vous ne rendez pas ces documents publics. Le contrat de concession du terminal à conteneurs du port de Douala devait être public. Ça ne doit pas être caché. Le contrat de concession des chemins de fer par un concessionnaire privé doit être public, transparent. Le contrat de concession, disons, je vous parle au niveau de l'ASN, doit être public. La même chose pour Camwater et tout ça. Ce ne sont pas des choses, ce sont des biens publics. Et quelle est cette mentalité de cacher? Les étudiants vont apprendre comment? Les Camerounais vont s'instruire comment? Les Camerounais vont être édifiés comment? Quand vous allez dans les universités étrangères, n'est-ce pas que tous ces documents dont je vous parle sont à la disposition de tout le monde? Quand vous voulez un contrat de concession de, je ne sais pas moi, d'une entreprise publique qui a été concédée à un privé, mais vous l'avez, vous avez le contrat. C'est comme ça que les gens apprennent. Pourquoi ces choses deviennent cachées ici? L'autre jour, il y a quelques années, je pense que c'est avec Emmanuel Boumakor dont j'en parlais, je disais, bon, le contrat de Nachtigal, c'est-à-dire c'est la concession des chutes de Nachtigal qui est fait à un opérateur, à EDF, pour exploiter, n'est-ce pas, pour construire un barrage hydroélectrique. Mais la durée de concession ne se fait pas par hasard. Ça ne se fait pas par hasard. Cette durée, vous ne savez pas si elle a été discutée. Vous avez vu M. Moutazé qui vient dire que quelque chose de bien a été fait. Il dit que de bien a été fait sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'il en sait? Un contrat de concession, ça se négocie et ça se calcule. Vous faites des calculs, ce qu'on appelle banking case. Vous faites le banking case, vous faites des projections. Vous ne calculez pas le rendement, n'est-ce pas? Ou la redevance que vous allez payer à quelqu'un. Vous ne calculez ça pas ça par hasard. Vous payez, parce qu'à un moment donné, vous pouvez être en train de payer une redevance de concession, mais qui est mirobolante, qui ne correspond à aucun risque. Parce qu'au fond, qui a pris tous les risques par rapport à cette affaire? Si c'est l'État qui a pris tous les risques, mais pourquoi le concessionnaire devrait avoir ce rendement mirobolant? C'est autant de questions qui se posent quand on le calcule. Mais ce sont des calculs qui se font. Là, vous voyez des ministres qui viennent, qui vous disent, Moutazé vient dire que oui, c'est quelque chose qui a été bien signé. Et sur la base de quoi? Nous, on ne dit pas dans ces domaines, non, c'est pas comme ça. C'est sur la base du calcul qu'on dit que ça a été bien fait. La durée même que vous allez fixer, si vous lui donnez, par exemple, 20 ans, alors qu'au bout de 10 ans, il a déjà réalisé le retour sur l'investissement. Mais pourquoi vous lui avez donné 15 ans ou 20 ans? Moi, je ne donne pas comme ça. C'est sur la base du calcul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur la base du calcul qu'on fait tout ça. Je vous donne 10 ans pour réaliser un rendement qui correspond à un
Vous êtes parti avec votre argent du marché de New York. Sur le marché de New York, le rendement était peut-être là-bas de 4%. Ok, vous venez ici, vous venez dans un environnement à risque, je vous concède 2 points de plus ou 3 points de plus comme prime de risque. Et sur cette base, n'est-ce pas, je vous concède un rendement de 7%. Donc, le rendement de 7%, je le calcule. Et je dis que, bon, par rapport à vos investissements, je vais calculer que sur 7 ans, je vais calculer que, bon, voilà vos investissements, rendement de 7%, c'est-à-dire un taux de rentabilité interne de 7%. Et on va dire, je vais vous dire que non, écoutez, au bout de 10 ans, vous l'avez réalisé, c'est sur la base du calcul. Et si vous voulez discuter avec moi, je dis, mais on fait le calcul. Vous comprenez? En même temps, il y a des dommages environnementaux que vous êtes en train de faire à mon pays lorsque vous le faites. C'est la destruction des forêts, ça représente un coût. Vous savez, quand le pipeline passait, ça entraînait des dommages environnementaux extraordinaires. Donc ça, c'est pénalisant pour nous. Et il faut que j'ai des compensations par rapport à cela. Mais tout ça, c'est sur la base de calcul. Vous êtes en train de traverser des villages que vous détruisez, ainsi de suite. Mais vous ne dites pas simplement qu'il y a un pipeline qui traverse, vous êtes très heureux. Non, vous êtes en train de détruire l'environnement. Et sur la base du calcul, il faut qu'il y ait des compensations par rapport à cela. Et ça se calcule. Mais le plus extraordinaire, les populations allaient se plaindre dans le cas du pipeline. Ils allaient chez Codco. Codco était le concessionnaire. Moi, ce qui m'amusait, je leur demandais en bon, c'est Codco qui vous représentez à la négociation. Le Codco, c'est une entreprise étrangère. Mais ceux qui vous représentez à la négociation, c'est la SNH. Allez, votre sitting-là, vous devez aller faire ça à la SNH. Ce n'est pas chez Codco. Codco, c'est la partie étrangère. Mais celui qui était censé défendre votre intérêt, c'est la partie camerounaise. Et le chef de négociation de la partie camerounaise, c'est Mdi Kadop, c'est celui que vous devez aller faire votre sitting. Ce n'est pas chez le gars de Codco. Alors, vous voyez comment les choses sont toujours inversées, n'est-ce pas? À telle enseigne que les gens posent les problèmes, mais il ne faut pas les poser. Peut-être que, comme j'ai l'habitude de dire, un autre jour, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur ces questions de concession des infrastructures publiques à la gestion privée. Ce n'est pas ça qui me choque. Ce n'est pas tant de concéder ça à une gestion privée. C'est d'autant que la gestion privée, elle peut être nationale. Hein? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La gestion privée, ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement étrangère. Elle peut être privée. Ça peut être des hommes d'affaires camerounais qui forment une société concessionnaire et à qui je concède la gestion d'une entreprise publique, c'est-à-dire que d'un bien public. Je leur concède ça. J'appliquerai exactement la même règle de sévérité, la même rigueur à ce moment-là. Donc, c'est plutôt toi qui concèdes la gestion du bien public qui dois faire attention. J'avais écrit une note à M. Biya. C'était lorsqu'il y avait beaucoup de coupures d'électricité. Beaucoup de coupures d'électricité. Et je lui rappelais que la responsabilité ultime dans la concession, d'un service public, n'est-ce pas, est du ressort de l'État. Parce qu'au fond, qui a la responsabilité de fournir l'électricité, aux Camerounais? C'est l'État du Cameroun. Ok, la seule chose que j'ai faite, c'est de concéder, n'est-ce pas, ce travail à un privé. Mais, en concédant ce travail au privé, ça ne m'exonère pas de ma responsabilité ultime. C'est un peu comme lorsque les gens sont en train de circuler sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. Bon, on trouve là-dedans qu'il y a un morceau une bille de bois qui est en travers de la route. Et vous commencez à dire que c'est général ou bien c'est touristique. Mais non. C'est l'État qui doit veiller à la bonne circulation là. Je ne sais pas si vous voyez. À l'état de la route. Vous comprenez? C'est-à-dire la sécurité des populations, c'est l'État. Lorsqu'il y a eu l'accident de Sam, vous vous souvenez de l'incendie de Sam en 98, en Sam, où il y avait un camion citerne qui était garé du côté de la SCDP. Et il y a eu une fuite au niveau du camion citerne. Les populations de Sam se sont ruées vers le camion citerne. Il y a eu le feu, l'incendie. Vous avez commencé à dire vraiment les populations de Sam aussi, vraiment ceci. Non. Comment vous, État, vous pouvez voir que là où il y a la station de camion citerne, il y a un danger pour le public. Et vous leur dites de stationner là. Vous voyez ce que je veux dire?
c'est vous qui devez faire construire un mur, parce que vous avez en plus la possibilité de dire à la SDP, construisez un mur, un barrage de protection entre vos camions-citernes et les populations. Comme ça qu'on protège les populations. De la même manière, quand vous voyez une station d'essence qui est en plein village, ou à côté, enfin dans une résidence, mais c'est vous qui dites que vous ne pouvez pas construire une station d'essence à cet endroit, parce que c'est un danger. Vous voyez? Donc, même au niveau des exploitations privées, il faut bien savoir que la sécurité publique est du ressort de l'État. C'est-à-dire que là où les brasseries ont mis leurs citernes et tout ça là, mais vous pouvez les dire enlever les citernes de là. Mais enfin, c'est vous qui devez protéger les populations. Vous pouvez dire aux brasseries du Cameroun que là où vous avez construit votre usine là à Bali, enlevez ça de là, déplacer cette usine, amener ça ailleurs. Parce qu'elle commence déjà à être dangereuse pour les populations. Ou là où vous êtes ensemble là, enlevez cette usine parce qu'elle est déjà dangereuse pour les populations. C'est le rôle de l'État, que ce soit des opérateurs privés ou que ce soit des opérateurs publics, d'assurer la sécurité des populations. La sécurité des populations. Maintenant, il y a une autre situation sur laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est toujours l'impression que vous vous donnez qu'il faut absolument que l'État soit actionnaire pour garantir que l'intérêt des populations est défendu. Non. Non. Mais toutes les entreprises qui sont là aux États-Unis, qui sont privées, mais est-ce que vous avez vu que l'État américain veut absolument être actionnaire dans ça? Non. L'État américain sait que moi je crée un environnement pour rendre ces entreprises compétitives. Dès qu'elles ont, non seulement il y a la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand, Serge, vous créez une activité, avant même que vous n'ayez gagné de l'argent, moi en tant qu'État, j'ai déjà commencé à toucher la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe d'activité. Quel intérêt j'ai à être actionnaire dans ton entreprise? C'est toi qui as pris le risque et pas moi, État. Dès que tu as généré l'activité, tu payes déjà la taxe sur l'activité. Moi, j'utilise cette taxe pour construire les infrastructures pour mes populations. Les infrastructures économiques, les infrastructures sociales. En plus, tu dois le savoir, si tu fais les bénéfices, je prends encore une partie de ce bénéfice. Quel intérêt j'ai à venir m'empêtrer dans ton capital? Il faut me l'expliquer. C'est vous qui ne comprenez pas la logique du libéralisme ni la logique des affaires. Mais il n'est nul besoin que l'État soit actionnaire dans ces entreprises. Parce que, en fait, vous créez toujours une occasion ou des prétextes pour que les privés avec lesquels vous êtes commencent à vous dire que oui, mais vous savez, essayer d'aménager les conditions. Non, ce que vous devez faire, c'est de créer un marché efficient. Un marché efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire un marché concurrentiel. Et vous laissez les gens se battre. L'État est un super actionnaire sans même avoir mis de l'argent dans l'entreprise. Puisque je vous dis, Serge, dès que vous commencez une activité tout de suite, avant même que vous me fassiez l'argent, moi je touche la taxe d'activité. C'est ça la taxe sur la valeur ajoutée. J'ai déjà de l'argent. Et si à la fin de l'année, vous faites le bénéfice, je touche encore l'argent sur le bénéfice sur les impôts. Yes, absolument. Et du coup, ce qui m'importe maintenant, si vous êtes... En fait, vous avez créé une poule aux œufs d'or. Vous avez créé une poule aux œufs d'or. Quelle devrait être ma logique? C'est de créer des conditions pour qu'il y ait des milliers de poules aux œufs d'or. Voilà pourquoi nous parlons de l'environnement des affaires. C'est ça qui est intéressant. Le débat n'est pas sur l'État qui cède ou qui ne cède pas, non. C'est de créer un environnement où il y a des milliers de poules aux œufs d'or. Lorsque vous avez concédé, par exemple, les chemins de fer, mais il ne vous est pas arrivé à l'idée de vous demander, mais pourquoi nous concédons les chemins de fer à un seul individu? Mais pourquoi vous avez concédé les chemins de fer à un seul individu? Mais n'est-ce pas qu'en Europe, sur les mêmes rails, roulent plusieurs entreprises? Mais pourquoi il ne pouvait pas vous arriver en tête que vous pouvez concéder les rails du Cameroun à plusieurs entreprises? Ils se partageraient les horaires. Puisqu'il y a des moments quand un train de Bolloré passe là, ou un train de Cambrai passe, vous restez encore des heures et des heures avant de voir un autre train. Donc vous auriez pu concéder les mêmes rails à plusieurs. C'est vous qui créez les conditions de concession. Est-ce que vous étiez obligé de concéder n'est-ce pas, l'adduction d'eau à une seule entreprise? Non. Vous pouvez créer des conditions de concurrence. Le Gabon a quoi? À peine 2 millions d'habitants. La ville de Douala dépasse de loin 2 millions d'habitants. Le Gabon a déjà un concessionnaire. Donc vous comprenez que Douala peut avoir plusieurs concessionnaires pour l'eau. Yaoundé peut avoir plusieurs concessionnaires pour l'eau. Mais le périmètre de concession qui le définit. Mais c'est vous. Donc c'est vous l'État qui définissez toutes ces choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait,
vous renvoyez toujours, vous prenez le problème là où les problèmes ne sont pas bien posés. C'est-à-dire que vous croyez qu'en étant absolument actionnaire, oh, ça c'est le problème des fonctionnaires. Parce que vous leur garantissez, on garantit à l'État une part du capital, et c'est toujours les fonctionnaires qui vont vous représenter à ces conseils d'administration, mais ils ne défendent pas vos intérêts. Je suis très bien placé pour le savoir, puisque une fois au palais, lorsque les gens à la Sonel était en train de... C'est AES Sonel qui était là à ce moment-là, ils étaient en train d'augmenter les tarifs. Et ils prétendaient qu'ils étaient en train d'augmenter les tarifs parce qu'ils voulaient avoir des ressources pour leur programme d'investissement. Mais j'ai dit au chef de l'État que, mais attendez, il n'y a pas la seule manière d'augmenter les tarifs, c'est pas la seule manière d'avoir des ressources pour les investissements, pour leur programme d'investissement, c'est pas d'augmenter les tarifs. L'augmentation des tarifs, là, c'est une taxe déguisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une taxation déguisée aux consommateurs. Vous pouvez avoir ces ressources en augmentant le capital. Et si vous augmentez le capital de AES Sonel et en l'ouvrant aux Camerounais, ce sera déjà l'occasion pour les Camerounais de devenir également actionnaires. Primo. La deuxième chose, c'était de leur dire, réduisez les coûts. Parce que je vois ici qu'il y a beaucoup de transferts de coûts, n'est-ce pas, de l'intérieur vers l'extérieur, vers les sous-traitants et tout ça. Vous pouvez réduire les coûts. En contrôlant les coûts, c'est ce qu'on appelle cost control, vous dégagez également de l'argent. La troisième façon que je rappelle au chef de l'État à ce moment-là, je lui dis que même le taux de perte qu'ils ont actuellement, qui est de l'ordre de 30%, est exactement le taux de perte qui avait justifié la mise en concession de cette opération. Donc en fait, ils ne sont pas performants sur le plan technique. S'ils réduisent ce taux de perte pratiquement à 20% ou à 15%, ils seront encore en train de gagner de l'argent. Je vais vous dire le taux de perte, c'est quoi? C'est deux paramètres. Les pertes techniques par effet Joule, c'est-à-dire que les câbles qui sont brûlés par effet Joule, n'est-ce pas, l'intensité du courant et tout ça. Et de l'autre côté, les pertes, c'est-à-dire que c'est les consommations non facturées. Mais si vous le savez, vous demandez à AES Sonel, mais attendez, mais il y a des gens qui consomment le courant que vous ne facturez pas. C'est autant de pertes pour vous. Améliorez votre contrôle de ceux qui consomment et qui ne payent pas. Vous comprenez? Et ensuite, effet Joule, n'est-ce pas, améliorer les câbles, c'est-à-dire le système de transport qui est devenu très vétuste pour gagner là également vous ferez des économies. Mais la paresse est telle que ils préfèrent nous maintenir avec un système vétuste. Vous voyez tout le temps les transformateurs en train d'exploser, de péter, les câbles en train de se couper et tout. Ils préfèrent nous maintenir dans ce système-là et par paresse, ils augmentent seulement les tarifs. Mais ce qui avait de marrant, c'est que je disais au chef de l'État que il y a quand même quelque chose d'incongru là-dedans. Parce que le capital du concessionnaire là, que vous voyez là, 46% de ce capital est détenu par l'État. Vous ne le savez pas. Vous croyez que la société concessionnaire, là, son capital est entièrement privé. Non. 46% du capital du concessionnaire que vous voyez là, UNEO, est détenu par l'État. Et par ce biais, l'État est représenté au conseil d'administration. En plus, c'est l'État qui a la présidence du conseil d'administration. Donc je dis à M. Biya que, mais attendez, que font les fonctionnaires qui sont censés défendre nos intérêts dans ces conseils d'administration? Par nature, par définition, lorsque ces fonctionnaires iront à ces conseils d'administration, ce ne sera pas pour défendre les intérêts du Cameroun. Ça, j'en suis presque sûr. Parce qu'ils vont être phagocytés par la force du partenaire en face. Qu'est-ce que moi je fais? Je sors de ce conseil d'administration. Je dis non, allez, battez-vous. Je viens de vous dire que moi, en tant qu'État, je vous attends au tournant. J'ai mes critères, vous me payez mes impôts, n'est-ce pas? Vous devenez performant, je crée la compétition. C'est ça le marché. Celui qui n'est pas performant, il s'en va. Mais après tout, vous avez MTN qui se bat ici, vous avez Orange qui se bat, vous avez Nextel qui se bat, mais moi j'en ajouterai encore deux autres. Que les gens se battent. Et moi je touche et les impôts, et les impôts, la TVA et les impôts sur le bénéfice. Et j'utilise ça pour développer le Cameroun, pour créer les infrastructures économiques et sociales. Vous imaginez que maintenant je vais chercher à être actionnaire à Orange, ou actionnaire à MTN, ou actionnaire à Nextel. Quelle est l'utilité? Mais l'utilité, mon utilité en tant que ça n'est pas d'être actionnaire dans cette affaire. L'État est un actionnaire, c'est-à-dire que sans l'être, vous voyez ce que je veux dire? Et on dit toujours qu'il a une golden bullet. Et il a la balle d'or. Parce qu'il peut même dire à ce concessionnaire, je veux plus de vous ici. Je veux plus de vous au Cameroun. Lorsque les Américains vont très loin. Vous vous souviendrez que lorsqu'une entreprise américaine dans laquelle les États-Unis n'ont aucune action, l'État américain n'a aucune action. Lorsque les Américains sont en inimitié, en hostilité
avec un pays, ils vont dire à leur entreprise, une entreprise américaine qui fait affaire avec le pays ennemi là, elle va subir cela. Vous le voyez chaque jour. Mais l'État américain n'est pas actionnaire dans cette entreprise. Et vous voyez, aucune entreprise américaine, dès qu'il y a une sorte de fatwa sur un pays, aucune entreprise américaine ne s'amuse à aller faire le commerce avec ce pays. Mais ils vont plus loin. Les pays étrangers, les entreprises étrangères, qui vont faire affaire avec des pays que les Américains, sur lesquels les Américains ont mis une croix, ces pays-là vont subir la même chose. Et pourquoi ils vont subir la même chose? Parce qu'ils savent que leurs intérêts aux États-Unis sont tels que s'ils s'amusent à ne pas suivre la loi américaine ou l'interdiction américaine ou n'est-ce pas, l'embargo américain, ils vont avoir des problèmes avec les États-Unis d'Amérique. Donc, si vous êtes État, vous n'avez pas besoin d'être actionnaire dans une entreprise. Vous créez des conditions, n'est-ce pas, pour qu'il y ait compétition. Vous créez des conditions dont c'est ça l'environnement des affaires, n'est-ce pas, que ce soit en termes d'infrastructure, de transport, de communication, d'électricité, au port, et ainsi de suite. Et vous savez que vous allez attirer ce que j'ai appelé les poules aux œufs d'or, c'est-à-dire les entreprises. Au lieu d'une, au lieu de deux, vous en aurez des milliers. Et chaque fois qu'elles vont faire des affaires, vous touchez la TVA. Quand elles font des bénéfices, vous touchez l'IS. Et vous utilisez ces impôts-là pour développer encore le Cameroun. Créer une sorte de plaque tournante au niveau de Douala, plaque tournante au niveau des autres villes, ainsi de suite, développer les villes secondaires, et ainsi de suite, créer un environnement où c'est le Cameroun qui va en profiter. J'étais un peu long dans ce développement, mais il faut que les Camerounais sortent de cette histoire où ils croient que c'est quand l'État est actionnaire. Non, l'État est un partenaire essentiel. Il n'a pas besoin d'actionnaire pour imposer sa loi. Il crée juste les conditions. Voilà. Et à l'avantage de lui, État, et de ses populations. Voilà. A question from Mr. David Fomuno. He said, can you tell us, Mr. President, what, in some few words, what is your feeling about Douala Stock Exchange? No, I mean, this is a bizarrerie. It's a nudicity, you know. How could you know, the stock exchange actually was created to kind of encourage non-banking financing. But you can see, you can see the result. After more than 15 years of operation, you don't feel it. You don't feel it. It's a kind of non-entity in the business environment of Cameroon. Look at the number of enterprise that are at the stock exchange of Douala. No one. And what was even amazing is that the first manager of the second manager of Douala Stock Exchange was a human resource director in one of the banking system. Would you expect any performance by appointing a general manager of a stock exchange, a human resource guy who does not know anything about what is a stock exchange? It means that you are living in a non-performing environment. This environment is not geared toward performance. That's why you can appoint this kind of people. But at the same time, they also have as objective to train people about kind of selling stocks, so that if, for instance, I want to create a company, I will build my business model, my business plan, and I will try to get resources, some saving through the stock exchange from people, from the savers who would like to buy stocks into this company. But this is not what you are seeing. This is not what you are seeing actually in the Douala Stock Exchange. It's like a dead star. The Douala Stock Exchange is like a dead star in the environment. Président, il y a une actualité qui défraie la chronique. Nous sommes dans la vallée d'une thème. Oui. Il y a une histoire de cession de terre depuis Yaoundé à un opérateur économique qui a installé son industrie dans une autre région du Cameroun. Oui. On se souvient qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en Djombe Penja, nous avons eu à peu près le même problème, où le maire de la localité, monsieur Paul-Éric Kingé, est rentré en opposition avec l'autorité préfectorale, sous le prétexte que Yaoundé n'avait plus à décider de comment devraient être gérées les concessions dans des collectivités locales décentralisées.
Et puis quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, la question du nord-ouest et du sud-ouest, la question du Nosso, trouve un peu son fondement dans ce genre de procédé où les populations ne sont pas associées à la prise de décision quant à ce qui est de la mise en concession, par exemple, du pétrole dans ces zones-là. Qu'est-ce que tout ça là inspire finalement? Non, moi ce que ça m'inspire, c'est qu'à un moment donné, les gens, peut-être dans la vallée d'une Thème, auraient pu penser que quand les autres posent leurs problèmes, ils sont en train de poser des problèmes incongrus. Mais lorsqu'ils sont concernés dans la vallée d'une Thème, ils vont se rendre compte que c'est la même problématique partout. En fait, c'est cet État qui concentre tous les pouvoirs. Et si on ne résout pas ce problème de cette façon, en considérant ce problème comme un problème camerounais, c'est le jour que vous êtes mordu, ou vous avez la morsure, que vous allez comprendre que ce dont nous parlions ici concernait aussi la vallée d'une Thème. Parce que quand je parlais pour les concessions des terres, par exemple dans la région du sud-ouest, avec cette entreprise américaine qui était venue, c'est Yaoundé qui avait décidé de donner les terres à cette entreprise, je n'étais pas en train de parler pour les populations du sud-ouest seulement. Je parlais pour toutes les populations du Cameroun, y compris dans ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui dans la vallée d'une Thème. C'est-à-dire que les gens, les riverains de la vallée d'une Thème, découvrent un beau jour qu'une décision a été prise à Yaoundé d'attribuer des terres à un individu sans que les populations, les communes riveraines soient concernées par les discussions. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça le propre même de ce système où tout le pouvoir est dans les mains d'un individu. Mais il ne faut pas qu'ils aient l'impression que quand je dis dans les mains d'un individu, ça veut dire que M. Biya, comme je vous ai fait le dessin, c'est-à-dire lui il est là l'homme-dieu, et l'homme-dieu, des courtisans ont été créés autour de lui. Ces courtisans, c'est eux qui sont à la manœuvre. Il y a même des moments, il n'est pas au courant, les courtisans sont à la manœuvre, lui racontent n'importe quoi, et c'est eux qui sont les principaux bénéficiaires. Mais quand vous créez un système comme ça, il aurait dû être lui-même le premier à dire que son système n'est pas bon, parce qu'il va générer des courtisans. Or, lorsque nous l'avons dit ici il y a quelques semaines, en parlant de ce qui était en train de se passer à Ndiombe Pendia, en disant que ce n'était pas normal, et qu'il soit distribué dans les communes, afin que les communes et les populations soient mieux impliquées dans la décision de leurs propres affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez le cas du pétrole pour le sud-ouest, parce que moi je vous ai parlé des plantations de 80 000 hectares qui étaient données à Heracles Farm, mais là il y a le pétrole. À un moment donné, vous exploitez le pétrole des gens, la décision d'accorder des blocs de pétrole est prise à Yaoundé, à l'insu des populations, et à ce moment-là, les gens exploitent le pétrole. D'ailleurs, les déversements environnementaux, c'est les populations et les populations riveraines et les communautés riveraines qui les subissent, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas les retombées. You know, the spin-off of what is happening on their own land. Et je vous ai dit que c'était le cas, par exemple, au Nigeria, dans la terre des Ogoni, ainsi de suite, d'État riverains, ainsi de suite. Les entreprises pétrolières exploitaient, déversaient l'huile dans leur coin, sur leurs eaux là. Et finalement, le pétrole était vendu, mais ce n'était pas ces populations jusqu'à ce que la loi au Nigeria vienne corriger ces aspects. Je vous ai d'ailleurs dit que le plus incongru était de me rendre compte que M. Biya n'a jamais mis les pieds à Bakassi, mais ils accordent les concessions de pétrole de Bakassi aux gens. Mais vous n'allez pas visiter les populations, mais vous accordez les concessions les blocs pétroliers à des concessionnaires. Mais vous vous intéressez plus aux blocs pétroliers que vous accordez qu'aux populations de Bakassi. Il y a quelque chose d'incongru dans cette affaire, dans ce système. Et donc, au niveau de la vallée d'une Thème, c'est ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'ils aient... Heureusement d'ailleurs qu'en le faisant de cette façon, ils vont se rendre compte que les problèmes que nous soulevons ici, ce sont des problèmes de système. Ne sont pas des problèmes qui concernent juste des individus. Demain, on va peut-être découvrir le pétrole. On va trouver le pétrole au nord. Mais dans votre système tel qu'il est, les gens ici vont profiter de ça, quand je dis c'est-à-dire au niveau de l'État central, sans que les retombées du pétrole puissent aller quelque part au niveau des populations. Regardez dans quelle pauvreté se trouve l'Ouest, l'Est, je veux dire, l'Est. Malgré le fait qu'on dise que c'est une région riche en minerais, ainsi de suite. Quel est le développement de l'Est? Non. Chacun va là-bas, c'est comme
la bête qu'il faut exploiter, on exploite l'Est, et puis on prend la truc, et puis bon, c'est fini, ils n'ont rien. Mais dans le cadre d'un autre développement, où la région devrait retrouve, n'est-ce pas, la plénitude d'un certain pouvoir, vous allez voir que ça deviendra un peu comme le Far West aux États-Unis. L'Est deviendrait l'Ouest des États-Unis. The East will become the Far West. Et dans le Far West, qu'est-ce qui se faisait? Les gens allaient pour coloniser les terres, développer. Et assez bizarrement, ça peut devenir une région extrêmement riche parce que la région va attirer des investisseurs. C'est comme ça que le développement se produit. Mais dans le système actuel, l'Est ne se développera jamais. Malgré toutes les richesses qu'il peut avoir, que ce soit richesse forestière, que ce soit richesse minière, il ne se développera jamais. Parce qu'au fond, le système est tel que vous exploitez la richesse, mais au dépend des populations de l'Est. Et au dépend des populations de manière générale. Doit-on absolument lier la concentration du pouvoir à la montée de l'ethnofascisme lorsqu'on sait que M. Ahidjo, malgré les 25 années passées au pouvoir, n'avait pas créé un environnement propice au tribalisme? Est-ce qu'on peut vraiment légitimer la thèse selon laquelle finalement, le vivre ensemble, qui était une réalité mais dont on ne parlait pas, que ce vivre ensemble finalement a été explosé simplement parce qu'il y a eu la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu? Oui, parce que c'est ça le danger de la concentration de pouvoir. Comme je disais tout à l'heure, on parlait un peu de Mahathir Mohamed, enfin, on parlait un peu de ces leaders qui jouissent de pouvoir fort. Ce pouvoir fort, ils peuvent l'utiliser dans un sens comme dans l'autre. C'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas d'équilibrage par le système. Si dans les systèmes où il y a équilibrage institutionnel, si un leader essaye de favoriser le tribalisme ou l'ethnofascisme, les autres contre-pouvoirs vont le ramener à l'ordre. Vous voyez un peu ce que fait Trump. Il y a des moments, si Trump essaye de vouloir orienter sa politique dans une certaine direction, mais vous sentez des contre-pouvoirs, que ce soit du Congrès, du Sénat, n'est-ce pas, qui essaient de le ramener vers un autre axe. Mais lorsque vous avez la plénitude, c'est-à-dire le contrôle de tous les pouvoirs, et que en plus, n'est-ce pas, maintenant, vous utilisez ce pouvoir, vous l'utilisez maintenant pour votre propre sauvegarde, pour rester, mais vous utilisez ça pour la division. Et c'est pour ça que je suis en train d'utiliser le terme concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne et ethnofascisme. Parce qu'en fait, si vous êtes ethnofasciste, vous l'utilisez dans ce sens. Je vous ai dit, le pouvoir de M. Biya a deux moteurs. Il a deux moteurs, c'est-à-dire que deux carburants, la corruption et l'impunité. Et ensuite, l'ethnofascisme, ensuite la division. Alors, quand vous ne voyez que vous, au lieu de voir les populations, mais vous utilisez cela. C'est un peu comme on vous donne une bombe on vous donne le nucléaire. Le nucléaire peut être utilisé pour soigner le cancer, n'est-ce pas, pour faire la chimiothérapie, ou il peut être utilisé pour faire des bombes pour tuer les gens. Lorsque vous avez ce genre de pouvoir, on va dire que c'est presque un pouvoir surhumain. Vous voyez, c'est un pouvoir surhumain. Lorsqu'il est surhumain, vous pouvez l'utiliser pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous voulons un pouvoir qui ne soit pas surhumain, parce qu'il peut être contrebalancé. Si c'est le diable qui vous habite, à un moment donné, nous pouvons redresser. Vous voyez, nous pouvons redresser. Et nous allons même prévenir l'arrivée des diables au pouvoir. Pourquoi? Parce que le système sera tel que, comme vous n'aurez pas tous les pouvoirs, parce qu'un être diabolique peut arriver au pouvoir, mais s'il arrive au pouvoir dans un système où on contrôle tout, mais c'est extrêmement grave, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais dans un système où il y a un contre-pouvoir, si un être diabolique, parce que vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait des êtres qui soient diaboliques, mais si un être diabolique arrive au pouvoir, le système de contre-pouvoir est tel que vous actionnez les contre-pouvoirs. Après tout, Hitler est arrivé en Allemagne. En Allemagne, mais il n'y avait pas de contre-pouvoir. Le gars avait tous les pouvoirs, vous voyez, dont un être diabolique peut y arriver. Et comme l'Allemagne n'avait pas de système de contre-pouvoir, mais vous voyez ce qu'il a fait. A amené tout le monde entier dans une guerre. C'est pour ça que depuis ce temps, les gens essayent de créer des systèmes, n'est-ce pas, de pouvoir et de contre-pouvoir. Pour que jamais plus des êtres diaboliques, vous ne pouvez pas le savoir. Des êtres qui arrivent et s'ils sont diaboliques,
à l'élection suivante, vous contrebalancez pour le dégager. C'est vraiment de ça qu'il s'agit en termes de modèle. Vous comprenez? Je préfère, moi, avoir un système où, par hasard, un être diabolique peut arriver, mais comme j'ai des systèmes de contre-pouvoir, je sais que je vais l'éjecter. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. Les gens sont en train de dire, ah non, alors là, et à la prochaine élection, on verra bien ce qui va se passer. Les gens sont obligés de se corriger, les gens sont obligés de redresser les choses. Mais lorsque vous avez un système où vous donnez à une fonction comme celle-là tous les pouvoirs, et si par hasard il y a un étude diabolique qui arrive, vous êtes fini. Mais c'est le chaos total. Parce que vous n'avez rien pour contrôler ce genre de système. Il faut nous battre comme nous, on essaie de nous battre aujourd'hui, mais dans l'autre sens, comme le diable dans un bénitier, pour essayer de nous en sortir. Ça devient extrêmement difficile. Non, le diable dans un bénitier, on se peut contre un super diable, mais ce n'est pas évident. Président Pandaïkoka, le régime en place est dans une logique d'organisation d'élections régionales, malgré les recommandations de l'ECAM, de l'Union européenne, de l'Union africaine et des partenaires multilatéraux du Cameroun. Qu'est-ce que cette énième tentative d'entourloupe pourrait vous inspirer? Je n'ai pas bien saisi le... Le régime en place est dans une logique d'organiser des élections régionales, oui, malgré les recommandations de l'ECAM, de l'Union européenne, de l'Union africaine et des partenaires multilatéraux du Cameroun. Qu'est-ce que cette énième tentative d'entourloupe pourrait vous inspirer? Non, il faut qu'on fasse tout. Je vais être rapide. Il faut qu'on fasse tout pour que ces élections... c'est un peu comme une fuite en avant. Ben, voyez-vous, on a des problèmes urgents. Mais l'élection ou les élections que vous évoquez là, ce n'est pas une urgence. Mais on a des problèmes urgents, des problèmes politiques urgents, que ce soit la crise du Nozo. C'est un problème urgent qui nécessite qu'il y ait un dialogue vraiment sincère, franc, qu'on doit résoudre. Vous n'allez pas imaginer, Serge ou Hippolyte, qu'on va rester, mais alors, enfermé dans cet état d'insécurité au Cameroun, de guerre permanente, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez pouvoir... Regardez la récession que ça entraîne. Vous allez pouvoir attirer quoi comme investisseur? Donc, ils pensent peut-être que c'est en faisant des élections régionales que ça va résoudre quelque chose. Non, ça ne va rien résoudre. C'est peut-être encore, comme c'est l'habitude, une autre occasion de faire un budget et de bouffer le budget, excusez-moi de le dire aussi vulgairement, de bouffer le budget associé à l'élection, alors qu'aucun problème fondamental du Cameroun ne sera résolu. Le problème, il faut résoudre les problèmes du Cameroun à la racine. Et le premier problème du Cameroun, c'est les institutions qui sont concentrées, comme je le dis souvent, je ne veux pas revenir là-dessus. Et au cœur de ces institutions, vous avez le processus électoral, n'est-ce pas, qui est verrouillé et contrôlé par une seule personne. Et ce que la communauté internationale et nous-mêmes nous avons demandé, c'est que ce processus électoral soit revu, révisité de manière consensuelle, pour que les Camerounais puissent être libres, n'est-ce pas, de choisir les dirigeants qu'ils veulent et qu'ils puissent, des dirigeants qui seront comptables devant les électeurs et qui puissent périodiquement être jugés par les électeurs. Mais ils préfèrent faire la fuite en avant, qui ne règle aucun problème de la jeunesse, n'est-ce pas, qui me tient beaucoup à cœur, qui ne règle aucun problème de la jeunesse, mais qui donneront l'impression, encore une fois, d'une espèce de window dressing, cosmetics, qu'on a tenu des élections régionales. Mais ce sera pour quel but? Le système, lui, dans ses fondements et dans ses fondamentaux, n'aura pas changé. Donc, moi, et je dis, il faut qu'on mobilise les jeunes qui prennent conscience que c'est leur vie qui est confisquée de cette façon, que c'est leur vie dont ils sont privés par ce système. Il faut qu'ils prennent conscience. Dans les autres pays, la jeunesse se trouvant devant cette espèce de carrefour sort pour dire non, arrêtons cela, ça suffit. Des vieillards ne peuvent pas continuer, n'est-ce pas, à confisquer leur vie, à confisquer leurs droits, à confisquer leur liberté, empêcher qu'ils vivent. Il faut qu'ils en prennent conscience. Cette question, j'espère qu'ils ne la poseront plus de cette manière. Il faut qu'on sorte. Et nous disons, nous sommes leurs aînés, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça pour eux. Nous voulons un autre pays pour eux. Et ceux qui peuvent, comme je le disais hier aux gens de la diaspora, eux aussi, activer de ce côté-là
pour appuyer, faire pression sur la communauté internationale et notamment sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas, pour que les massacres cessent dans le Nozo, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour que les gens qui commettent de graves violations des droits humains, n'est-ce pas, du droit international humanitaire, que ces gens, une enquête indépendante se fasse et que des individus soient identifiés, incriminés, n'est-ce pas, et subissent les responsabilités qui s'imposent par rapport à ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Les sanctions qui s'imposent par rapport aux responsabilités qu'ils exercent. C'est ce que je leur dis. Et nous devons, nous tous, nous mettre ensemble, développer une masse critique pour que cela ne se fasse pas. Ces élections ne servent à rien du tout sinon qu'à bouffer de l'argent. Ça ne sert à rien du tout sinon qu'à bouffer de l'argent. Elles ne résoudront aucun problème fondamental du Cameroun. La question dans l'imagerie populaire au Cameroun aujourd'hui ne nous oppose plus. Tout le monde s'accorde à ce que une des voies de sortie de la crise anglophone, c'est le retour au fédéralisme. Maintenant, les gens se posent la question de savoir quel type de fédéralisme. On a entendu beaucoup de choses par rapport à ça. On a même entendu parler d'une notion, le fédéralisme communautaire, le fédéralisme ethnique. Sur quelle base devrait-on concevoir à la réalité, de façon rationnelle, le fédéralisme au Cameroun aujourd'hui? Bon, d'abord, je vais vous dire tout sur le fédéralisme communautaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire, vous avez quoi, 250 tribus au Cameroun? Si vous rentrez dans ça, ça va faire 250 États. Hein. Parce que, bon, rien qu'ici, là, vous risquez de voir des choses extraordinaires. Entre les Étones qui vont dire qu'ils veulent leur État et les Manguissa qui vont dire qu'ils veulent leur. Vous voyez, déjà, vous êtes dans les micro-États, ça va donner quelque chose d'absolument extraordinaire. Ingérable. Vous voyez. Et je crois que c'est l'autre qui parle de, on parle d'Union Ekele jusqu'à EDA pour faire un État qui serait un État Bassa, je crois quelque chose comme ça. Oui. Et je crois qu'il a oublié que les Bassa sont également carrément à Douala. Parce que quand on dit Ndokbong, Ndokoti ou Ndokpasi, on n'est pas en train de parler de Douala. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il y a dans le sud-ouest aussi. Oui, oui. Et quand vous dites Lokpom, vous n'êtes pas en train de parler de ça. Alors, vous voyez dans cette affaire. Donc les gens oublient même historiquement que même le Ngondo, là, ceux qui ont fait le Ngondo au départ, c'était les Bakouko, les Bassa et les Douala. Donc ils oublient ça. Donc lorsqu'il va arrêter son histoire là, EDA, mais les Malimba aussi vont commencer à dire que oui, mais nous on est du littoral, on est plus dans la généalogie avec les Douala. Je ne sais pas, vous voyez à quoi on va aboutir. Non, non. Il faut arrêter ça. Je pense simplement que même une division géographique, n'est-ce pas, une division géographique des terroirs, pour rapprocher, n'est-ce pas, les dirigeants, n'est-ce pas, des populations, serait déjà cela. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur une base linguistique anglais-français. Bon, on peut reconnaître au nord-ouest et au sud-ouest sa spécificité. Ils pourront décider, mais moi je dis toujours que c'est une affaire de discussion. S'ils veulent faire un État fédéral entre le nord-ouest ou le sud-ouest, s'ils veulent avoir deux États fédérés, nord-ouest et sud-ouest, si on veut faire un autre État fédéral, sud-ouest et littoral, un autre État fédéral, nord-ouest et ouest, tout dépend. Comme vous pouvez faire ouest littoral, mais vous voyez, dans ça, c'est vraiment ouvert. Mais le fédéralisme doit s'appliquer à tout le Cameroun. C'est ce que je veux dire. Parce que pour nous, par exemple, à Agir, Agir Act, ce n'était même pas un objet de débat. Pour nous, nous considérons le fédéralisme comme un accélérateur de développement. Et c'est-à-dire que j'ai du mal à penser que, comment le super, on les appelle aujourd'hui des maires principaux. Avant, c'était les délégués du gouvernement. Donc, vous voyez la tricherie. Rien n'a changé dans leur mode de désignation. Les noms ont changé pour donner l'impression que c'est des gens qui sont élus. Mais en réalité, ils ne sont pas élus. Mais vous voyez, de cette manière-là, lorsque vous les désignez maire principal, il ne s'occupe pas des populations. Allez à Bafoussam, le monsieur ne s'occupe pas des populations. Allez à Douala, il ne s'occupe pas des populations. Ils vont s'occuper en réalité, n'est-ce pas, de ceux qui les désignent. Mais ça, c'est par design. Ça, c'est par le design. Ça, c'est par définition. Mais les mêmes personnes dont je viens de parler, que ce soit le maire principal de Douala ou le maire principal de Bafoussam, s'ils sont élus par ces populations, vous allez voir que les mêmes personnes vont changer d'attitude. Les mêmes.
Donc, ce n'est pas elle que je suis en train d'indexer. C'est le système que vous faites qui crée des incitations pour orienter leur comportement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le système que vous dessinez qui crée des incitations pour orienter leur comportement. Parce elles sont suffisamment intelligentes pour comprendre que, mais au fond, pour sécuriser ma position, je dois aller à Yaoundé. Ou bien pour sécuriser ma population, il faut que je serve pour sécuriser ma position, il faut que je serve mes populations parce que ce sont mes populations qui m'ont élu. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une question qui... Mais entre parenthèses, vous n'avez pas vu M. Biya qui n'a pas fait de campagne électorale, moins de 10 minutes de campagne et qui a été réélu. Ça ne vous dit rien sur la nature du système. C'est-à-dire qu'en fait, le système est tel qu'il n'a pas besoin de cette population pour l'élection, pour sa réélection. C'est ça qu'il s'agit. Donc à ce moment, moi j'ai des problèmes avec lui. Ce n'est pas lui en tant qu'individu, c'est qu'avec ce système qui peut faire en sorte qu'un individu ne fasse même pas campagne, mais soit réélu. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe chez cet individu? Mais il s'en fout des populations. Au fond, il a un comportement qui est très cohérent avec ce système. C'est pour ça qu'il faut détruire, il faut déconstruire ce système-là. Vous voyez? Pour rester sur M. Biya, il y a un de nos followers qui dit « Comment comprendre que même la participation à une visioconférence pose un problème, alors qu'elle ne demande aucun déplacement? Quel genre de coopération peut-on entretenir avec des pays de l'ensemble économique de la CEAC avec ce type d'attitude ?» Il dit « On constate que les institutions qui sont supposées constater et déclarer la vacance du pouvoir de M. Biya ne le font pas, elles sont amorphes. Comment est-ce qu'on peut les réveiller ?» Oui, il pose la question, justement, la question qui est même au cœur du sujet, au cœur de la série, c'est cette concentration de pouvoir qui a émasculé tout ce qui était susceptible de pouvoir poser cette question. Ouais. Et nous restons les seuls aujourd'hui à pouvoir poser ces questions-là. Et vous entendez souvent, dès que Kamto soulève le problème de la vacance du pouvoir, c'est comme si on avait crié à l'eau sur le baudet, chacun sort les armes et ceux qui sont les principaux concernés. Alors que cette question aurait dû être soulevée justement par les contre-pouvoirs qui n'existent pas. Parce que le système est conçu de manière que tous les pouvoirs étant concentrés dans les mains d'un individu, il a évacué, expurgé complètement tous les autres contre-pouvoirs, n'est-ce pas? Et du coup, il s'en va, il délègue quelqu'un à une vidéoconférence. Ou qu'il pourrait faire même à partir de sa chambre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a personne pour l'interpeller, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a personne, du point de vue institutionnel, pour relever cette bizarrerie, pour dire que, mais Serge, mais qu'on ne peut pas continuer, vous n'allez pas voir tout un mandat avec ce mode de gestion d'un monsieur absent. Mais ça ne vous dit rien? Mais il faut qu'on arrête ça. Mais vous imaginez les 5 prochaines années, mais ça peut être le calvaire. Mais un super calvaire pour les Camerounais, avec ce type de gestion. Mais pour vous, j'entends, dès qu'on le voit, ou on croit le voir, vous entendez, il est vivant. Il est vivant. Vous ne l'avez même pas vu. Vous dites qu'il est vivant. Mais attendez, vous voyez les gens dans l'euphorie? C'est ça la gestion d'un pays? Je vous pose la question. C'est vraiment ça la gestion d'un pays? Vous croyez avoir vu quelqu'un et puis les gens sont en train de dire oui, il est vivant, oui, c'est cela. C'est ça vraiment la gouvernance d'un pays. Mais à ce moment-là, est-ce que vraiment c'est nous qui sommes fous? C'est pas de la folie. Je veux que les Camerounais qu'on soit un peu plus sérieux. C'est un poste extrêmement important, je vous l'ai dit. C'est un poste extrêmement important qui demande que quelqu'un soit présent, qu'il impulse. Regardez que le Cameroun comme il est aujourd'hui. Le Cameroun est comme un astre mort. Ah, ça n'envoie plus d'étincelles, ça n'envoie plus de lumière, ça n'envoie plus d'étincelles, ça n'envoie plus de lumière. Vous voyez, c'est comme un astre mort. Pourquoi? Parce que le moteur qui est censé envoyer les étincelles, le moteur lui-même, pratiquement s'est affaibli et il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'énergie. Et nous acceptons cela, que le centre qui devait impulser, envoyer l'énergie, soit dévitalisé. Il n'y a plus d'énergie. Et dès que on vous dit que oui, c'est lui qui passe là dans la voiture, une voiture avec des vitres noires, on dit que oui, on l'a vu. On dit que oui, on l'a vu. Mais ce n'est pas ça, la gouvernance, il faut qu'on arrête ça. La même mobilisation qu'il doit avoir pour le NOSO doit être la même mobilisation au niveau des jeunes gens, pour dire que non, il faut arrêter. S'il ne peut plus, il vaut mieux, vraiment, avec tous les honneurs qu'on va lui réserver, pour de dire que non, qu'il laisse. Qu'il laisse.
Parce que c'est une position qui demande quelqu'un qui soit présent. On veut désormais un chef d'État qui soit présent et qui rende compte aux Camerounais. Vous voyez? Qui rende compte aux Camerounais. Moi-même, je suis là, vous me posez des questions, je sens une exigence par rapport à ce que les gens me demandent. Quand je vois samedi arriver, je sens un poids, je sens une exigence. Je dois préparer, c'est de ça qu'il s'agit. Mais lui n'a aucune pression. Il n'a aucune pression. Et, un jour, je suis en train de... Je fais une note, une de mes notes, comme vous les lisez souvent, une de mes notes. Et dans cette note-là, je dis que, bon, tel qu'il est en train de dire que, bon, voilà sa vision, ainsi de suite, mais je crois qu'il faut qu'il enlève le pilote au palais. Et j'ai un collègue qui me dit que, mais c'était... Mais est-ce que vous savez que vous êtes en train de demander au président d'enlever le Premier ministre? Je dis oui, c'est ce que je demande. Je dis oui, c'est ce que je suis en train de demander. D'enlever le pilote. D'accord? Et le monsieur me dit, mais vous savez qu'il n'aime pas la pression. Je lui dis, mais s'il n'aime pas la pression, il est à la mauvaise position. Parce que être chef d'État, c'est une position par définition où il y a beaucoup de pression. Alors si lui n'aime pas la pression, il est à la mauvaise position. Il est à la mauvaise fonction. Il faut qu'il choisisse une autre fonction. Parce qu'il y a des fonctions où vous n'aurez pas de pression. Mais si vous me dites que je suis là pour conseiller, le conseiller, j'écris ça à bout de ce que vous trouvez à midi, c'est de dire que vous savez qu'il n'aime pas la pression. Je dis, mais alors il est à la mauvaise fonction. Comprenez? Et à la fin, il vous a habitué à trouver cela normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseil de ministre, vous trouvez ça normal. Il disparaît, vous trouvez ça normal. Il reste 40 jours, vous trouvez ça normal. Et ainsi, tout, c'est-à-dire la normalité est devenue normale. C'est-à-dire c'est nous qui sommes devenus des êtres pas du tout comme le monde. C'est-à-dire parce que nous revendiquons, nous demandons nos droits, nous demandons que les libertés soient protégées, nous demandons que les droits soient garantis, nous sommes devenus anormaux. Et en réalité, quand on nous arrête, on vous met dans une espèce de petite cellule avec des grilles, on vous passe la nourriture à travers le machin. Ça, vous trouvez que c'est normal. La torture, vous trouvez ça normal. Les gens sont emprisonnés pour s'être exprimés, vous trouvez ça normal. Quelqu'un ne tient pas un conseil, vous trouvez ça normal. On détourne l'argent, vous trouvez ça normal. On détourne l'argent à l'occasion de la CAN 2019, il n'y a pas d'enquête, vous trouvez ça normal. On ne sanctionne pas les gens, vous trouvez ça normal. Et après, vous demandez pourquoi le Cameroun traîne, pourquoi vous êtes pauvre. Et vous vous demandez pourquoi les autres pays avancent. Vous ne vous dites pas qu'ils avancent justement parce qu'ils font exactement le contraire de ce que vos dirigeants font ici. Et que pour que votre pays, que les jeunes gens aient des opportunités de travail, des opportunités d'avancer, d'avoir la chance de faire leur vie, il faut que les jeunes gens se lèvent. You need to stand up and to say, you should stop this way of managing the place. You need to stand up. You know, you need to stand up for your rights and stand up to claim that this guy, if he want to rule the place, actually is no more, is incapable to rule the place. So he has to go. Yeah. He has to leave the place. And the pressure should be there from the youth to preserve your own life. Not to let someone confiscate your own life. Not to have someone steal your life. Steal the beauty of your life. And you need to raise and stand up and lift up and say, stop it. You have spent enough years there, you have spent many decades ruling the place, there's no result, there's no performance. Okay, thank you, sir. You have to go and let some other one try. Let's give a try to some other one, and we'll see. This is what we have to do now. And everyone need to mobilize toward this goal. This is it. Il y a une question de M. Metin qui dit quel modèle économique peut-on concevoir finalement pour relancer notre système avec la pléthore de jeunes au chômage que nous avons? Non, mais attendez, regardez par exemple au niveau de l'agriculture. Je vous ai dit l'autre jour, avec ce modèle qui encourage, n'est-ce pas, le non-travail, en fait encourage le laxisme, encourage la consommation, encourage le parasitisme. Ouais, les gens qui ne travaillent pas s'enrichissent. Vous allez voir qu'un fonctionnaire qui ne travaille pas, vous apprenez qu'il a mis un immeuble quelque part à Yaoundé. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui est fonctionnaire au vu au-dessus de tout le monde, vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Il a un immeuble. C'est du vol. Du coup,
Il ne répond même pas à un besoin. Pourquoi? Parce que vous mettez cet immeuble à Yaoundé. C'est pour qui? Parce que le pouvoir d'achat est tellement faible que l'immeuble reste vide. Comprenez ce que je veux dire? Et le système, il encourage la consommation. Il encourage la rente. Donc du coup, le système tourne au détriment de l'entrepreneuriat, au détriment de la production, au détriment de la création, au détriment de l'innovation, qui sont les véritables facteurs de progrès. Et le système tournant de cette façon, en décourageant l'innovation, la remise en cause, la création, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? L'agriculture est devenue moribonde, l'élevage est devenu moribond, la pêche est devenue moribonde, l'industrie est devenue moribonde. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité où les opportunités auraient pu se créer pour les jeunes gens sont devenus moribonds en raison de ce système. Et je suis donc en train de vous dire que lorsqu'on va inverser le système par rapport à ce que nous disons là, pour que n'est-ce pas, les gens aient à rendre compte, un système qui va démultiplier les opportunités simplement parce qu'il ne dépendra pas d'un individu qui l'étouffe. Parce que cet individu, concentrant tous les pouvoirs, et étant comme un astre mort, n'est-ce pas, il étouffe l'émancipation, il étouffe en fait toutes les opportunités que le pays a. Mais lorsque le pouvoir sera donné aux régions et aux communautés, vous allez vous rendre compte que les régions et le maire qui a une petite ville, hein, on va prendre une petite ville Kumba. Le maire de Kumba va dire que mais comment je peux développer Kumba? Le maire de Kumba va commencer à regarder ses ressources, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont là, il va mieux apprécier la jeunesse qu'il a, que c'est cette jeunesse-là, n'est-ce pas? Celui qui est à Boyaké, à Tiko. Mais vous voyez, Tiko, c'était un port en 1920. Regardez la situation de Tiko aujourd'hui. Tiko était déjà un port en 1920. Je ne sais même pas s'il y a des jeunes gens qui ne savent même pas qu'il y a une ville qui s'appelle Tiko. Mais dans le sud-ouest, Tiko était un port déjà en 1920. Comprenez ce que je veux dire? Tiko avait un aéroport en 1920. On vous a montré l'autre jour Koutaba qui a un aéroport, Bafoussam qui avait un aéroport, et ainsi de Tibati qui avait un aéroport. Mais vous faites vraiment la marche arrière. C'est la régression. C'est la régression. Or, du coup, lorsque j'ai ma ville, je suis élu, je dois développer Maroua. Mais vous allez voir que toutes les lits du Nord, qu'est-ce qu'elle fait? Les lits que vous avez là, les lits Comprador, que j'ai dit, tous ils regardent Yaoundé pour chercher des positions ici. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour que les mémorandas, c'est pour chercher des positions dans le jeu. Plus de positions de préfet, plus de positions de ministre, plus de positions de directeurs généraux. Mais vous cherchez plus de positions, mais qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à vos intérêts égoïstes, mais qui ne développent pas. Mais je dis, vous êtes en train de chercher, n'est-ce pas, des positions dans un jeu dont je n'ai pas validé les règles, dont les règles ne sont pas bonnes. C'est quand on me demande, vous voulez être ministre ou vous voulez être... Je dis non. Mais je ne peux pas chercher une position dans un jeu dont je n'ai pas validé les règles. Les règles actuelles du jeu politique au Cameroun, c'est comme si vous étiez en train de stériliser un système, de pasteuriser le Cameroun. Vous avez le résultat. Le Cameroun est stérile de par les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il n'est pas fécond. Il ne peut donc pas donner naissance à quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il n'est pas fécondant. Vous l'avez stérilisé par les institutions que vous avez créées. Je fais l'inverse, je le rends fertile. Je le rends fertile en faisant en sorte que les gens soient responsables. Dès que quelqu'un est responsable de Maroua, vous allez voir ce qui va se passer. Maroua aujourd'hui, où les stations d'essence ont disparu, il n'y a que les oiseaux, il n'y a que les benskins, il y a peu de taxis, vous allez voir que le monsieur va se concentrer sur sa ville de Maroua. Il ne sera plus en train de regarder Yaoundé parce que institutionnellement, il aura ses moyens. Il y aura même des moments où il va aller négocier des partenariats ailleurs. Pendant que lui il est en train de négocier avec peut-être la Turquie, l'autre est en train de négocier avec les Américains, l'autre de l'Est est en train de négocier avec d'autres. Chacun se bat pour développer son coin. Vous comprenez? Et le jeu est simplement coordonné, assuré au niveau des normes et ainsi de suite. Mais chacun se bat pour développer son coin. Je sais pas, I mean, this is a thing of beauty. À Maroua,
le gars va se rendre compte qu'il y a même de l'eau là. Comme disait que je suis sahélien, non mais il y a de l'eau. Je peux trouver de l'eau ici. Et l'ingénierie, le talent, la science et la technologie vont faire éclore des choses de manière extraordinaire. C'est pour ça que nous disons aussi à Agir que nous croyons à la science et à la technologie. Je n'arrêterai jamais de le dire. Et nous croyons à l'environnement. L'environnement est quelque chose d'extraordinaire, nous a donné des choses. Mais lui va se rendre compte qu'il a le soleil et qu'il a peut-être le vent, qui peut développer l'énergie solaire. Vous voyez? Qui peut développer l'énergie solaire. Il regarde son environnement. Et qui peut développer l'éolienne. Et il a des terres où il peut faire pousser des choses. Les gens, ces jeunes gens qui sont là-bas, ils vont se rendre compte que j'ai plein de monde ici, mais c'est des talents extraordinaires. Et il va leur trouver du travail. Et on a les technologies de l'information et de la communication. Le gars n'aura plus besoin de dire que je descends à Douala ou je vais à Bafoussam. Il sait que, mais comme à Maroua, mais je peux avoir Internet. Si je ne l'ai pas par des câbles à fibre optique, je peux les avoir simplement par des satellites. Donc j'ai Internet. Je peux regarder le match de Manchester United avec Barça, je peux regarder ça ici à Maroua. Parce que j'ai le smartphone, je peux regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Là, jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de technologies pour accélérer, n'est-ce pas, le développement. Le problème, c'est, voulez-vous vous développer vraiment? Ou voulez-vous rester dans vos villageoiseries? Ou dans vos archaïsmes? Ça devient ça, dans votre esprit de clocher, dans votre repli identitaire. C'est en fait ça le choix. Vous êtes aujourd'hui à la croisée des chemins, entre reculer davantage ou avancer. Reculer davantage ou avancer. Parce que jamais la science et la technologie ne vous ont donné autant de moyens pour pouvoir avancer et accélérer le développement, accélérer le progrès économique et social. Voilà. Président Christian Pendaïkoka, vous avez une parfaite connaissance des réalités du Cameroun. Comme vous le dites vous-même, vous avez été dans le cockpit du Cameroun. Vous appartenez à une coalition gagnante. Une fois aux affaires, en combien de temps pensez-vous pouvoir changer la face du Cameroun? En combien de temps pensez-vous pouvoir hisser le Cameroun dans le peloton de tête des nations africaines? Mais nous, d'abord, nous avons tout pour le faire. De toute façon, en un mandat. En un mandat, que vous le faites pour 5 ans ou pour 7 ans, en un mandat. Mais la réponse est précise, non? Très précise, elle laisse bouche bée en fait. Bon, voilà. Ok, Mr. President, what next? What should be the next step in this fight against Biya's dictatorial regime? Yes. Actually, we need, from the inside, to reach the critical mass through conscientization of the youth. For we need to get the youth to understand that their life has been stolen by this dictatorship, by this system of full concentration of political power in the hands of a single man, or a single individual without checks and balances. Every young man and women need to realize that he or she has the right to fully live his own or her own life, and that this life has been stolen by this system, that his life or her life has been confiscated by this system because they have been deprived of their liberties and freedoms. All is about freedoms. Freedoms to undertake, freedom to dare, freedom to love, freedom to choose, freedom to believe, freedom to do, to do anything they want to do. This is, as the believers used to say, God created you people free. And I cannot understand that you have been created free, you were born free, and someone through the institution is just reducing your freedom. It's just depriving you from your freedom. And this is one of the things that should be clearly understood there. So, critical mass from the inside to get people mobilized to fight against this system. And then what I'm asking from the diaspora outside, we need to put much more pressure on the United Nations Security Council to put pressure on them so that they should investigate, they should investigate the gross violations of human rights,
and humanitarian law in the context of the Northwest and the Southwest, so that individuals should be responsible and should be sanctioned from what they are doing. The culprits should come out and they should be exposed, you know. And when they will be exposed, there is a need to put pressure on them so that all the political prisoners in relation with the crisis of the Northwest and Southwest should be released. Once they are released, they will reconnect with their family. This will be a sign of reconciliation and peace. The second step will be that there should be a ceasefire. Okay? Then the next step, the third one will be, we need to go for a genuine dialogue, an inclusive dialogue. When I'm talking about inclusive, meaning involving all the parties, including the separatists. People are telling me, what do you expect from this kind of dialogue? I say anything can come out of the dialogue. The most important is for the people to get around the table, a table of discussion, a table of fraternity, so that we can discuss on the basis of good faith. We can discuss, frankly and sincerely, the issues of Cameroon, and we will find solutions. We will find solutions. Whatever your attitude, this is not my concern. You may be that you are separatist, you want the Cameroon to, you want the country to be broken apart, but I want it to be discussed, because we are brothers and sisters. We are brothers and sisters. The most important is to be of good faith when we are engaging into this kind of dialogue. This is my answer to this young man. Thank you, Mr. President. We are at the end of our session today. Can we conclude with a note of hope? The future is bright, and let's keep the faith. Thank you. Merci beaucoup, Président. Dear viewers, chers followers, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour notre 9e arrêt dans cette série intitulée Cameroon, Politics is not a comedy. La politique n'est pas une comédie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci beaucoup. Ça va?